Je suis de formation structuraliste. Et à un certain moment, au milieu des années 60-70, est apparue une nouvelle doctrine, c'est celle de Chomsky, qui on a appelé la grammaire générative et transformationnelle, totalement différente de la linguistique structurale telle que les pratiquaient avant les Américains et les Européens. J'ai écrit des ouvrages contre elle, je me suis prononcé sur la façon de traiter le langage et les langues, dont j'ai défini la différence tout à l'heure en réponse à la première question, langage et langue, et par conséquent, contrairement à un certain nombre de gens de ma génération, je n'ai pas embrassé le chomskysme, la grammaire générative et transformationnelle, tout en ayant été témoin de son apparition. Enfin, j'étais encore étudiant, mais j'ai vu en gros quand elle commençait d'apparaître. D'autre part, il y a eu d'autres modèles. En France, il y a eu un modèle qui est celui de Gustave Guillaume, la linguistique guillaumienne, auquel je n'ai pas adhéré non plus, mais qui a pris une assez grande importance en France ainsi qu'au Québec et dans d'autres pays du monde. Et j'ai donc vu, à travers cette autre forme d'étude du langage et des langues, une évolution théorique. Il y en a encore d'autres qui sont moins importantes, des grammaires de différents types, mais je peux dire en effet que j'ai été le témoin, comme toute ma génération d'ailleurs, de l'évolution de la réflexion théorique sur le langage et les langues, et donc de la genèse d'un certain nombre de modèles théoriques pour les étudier. Actuellement, je pratique surtout une discipline qui est une discipline de pointe aujourd'hui en linguistique et qui s'appelle la typologie. Je vais donc, parce que je n'ai pas le temps d'aller à tous les congrès, bien sûr, je ne vais plus à des congrès de syntaxe, des congrès de phonologie, de morphologie, je n'ai pas assez de temps. En revanche, je vais à l'essentiel autour des congrès de typologie et j'y rencontre des gens qui sont comme moi des fous des langues, évidemment. Beaucoup sont des polyglottes. Qu'est-ce que la typologie? C'est l'étude des types de langues et elle s'oppose à l'étude génétique des langues. D'autres termes, deux langues nous intéressent quand elles sont parentes typologiquement, c'est-à-dire qu'elles ont une syntaxe, une morphologie, bon là, si je précisais, j'entrerais dans des détails techniques trop forts, mais assez proches. Inversement, des langues génétiquement apparentées, comme le français et l'arménien, ou comme l'anglais et le hindi, qui appartiennent toutes à l'ensemble indo-européen, sont typologiquement assez différentes, alors qu'elles sont de même origine si on remonte à indo-européen, indo-arien. En d'autres termes, les typologistes s'intéressent à la parenté, non pas génétique, mais typologique des langues. Un troisième critère, c'est la parenté aréale, sur un ensemble de régions. En général, les parentés aréales s'accompagnent d'une parenté typologique. Les langues finissent par se ressembler du niveau de leur type, même quand elles ne sont pas apparentées génétiquement, elles n'appartiennent pas à une même famille, parce que la diffusion des mêmes traits s'explique dans un même ensemble géographique où les langues sont proches les unes des autres. C'est la raison pour laquelle nous avons dans les Balkans, qui a été le premier centre d'études linguistiques aréales, une importante zone de diffusion des mêmes traits, alors que les langues qui y sont parlées, elles sont toutes indo-européennes, mais elles sont de branches différentes d'indo-européens. Le serbe, le croate, donc ils sont slaves, le grec, qui est une langue isolée au sein des langues européennes, comme l'arménien, le bulgare, qui est une langue slave également, l'albanais, qui est une langue isolée aussi indo-européenne, sont des langues qui ont des traits typologiques très proches, génétiquement elles sont très différentes, parce qu'elles appartiennent à un même ensemble au sein duquel, le grec évidemment, qui appartient aussi à cet ensemble, au sein duquel il y a eu des échanges pendant plusieurs siècles étroits. Voilà donc, c'est la typologie, typologie au sens strict, moins que génétique, en partie aréale, qui est un de mes domaines d'études les plus forts. À côté de cela, j'étudie aussi beaucoup le phénomène de la mort des langues, auquel j'ai consacré un livre entier, Halte à la mort des langues, Odile Jacob 2006, qui est traduit en anglais. C'est aussi un axe de recherche important pour moi. Un autre axe de recherche très important, c'est la créolistique, les langues créoles, c'est-à-dire les langues qui, à côté de celles qui meurent, j'en ai parlé tout à l'heure, naissent. Et les créoles sont donc un extraordinaire domaine d'étude pour les linguistes, c'est-à-dire on y voit la manière dont, à l'origine, pour les créoles principaux, les populations d'esclaves arrachés cruellement à leur village, négociés par des roitelets locaux contre toutes sortes de verroteries, de horreurs que leur donnaient les négriers, étaient embarqués dans des bateaux où ils mouraient en grand nombre à cause d'abord de désespoir d'avoir quitté leur village. Ça se passait dès la fin du XVIIe siècle, le XVIIe, XVIIIe, les époques de traite des Noirs les plus importantes. Les plus valides arrivaient sur les plantations de canne à sucre. On oublie souvent que les principales terres de créolisation pour ce qui est de la France, c'est-à-dire les Antilles, aussi bien les deux insulaires, Martinique, Guadeloupe, que la continentale et Guyane, avant l'arrivée des Noirs arrachés leur village et soumis à un asservissement absolument atroce. Et comme on les avait mélangés, on avait pris les gens
de tribus de ce qui est aujourd'hui la Guinée-Bissau, ou plus à l'est, ce qui est aujourd'hui le Cameroun, ou le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Congo. Évidemment, ces gens ne connaissaient pas les langues des uns des autres, des langues complètement différentes, des familles africaines. J'ai dit tout à l'heure que, en gros, l'Afrique tout entière a des langues qui sont peut-être très lointainement apparentées, mais aujourd'hui, synchroniquement, ces langues africaines sont extrêmement différentes les unes des autres, et on s'arrangeait pour mélanger les tribus. Et par conséquent, comme ils ne pouvaient pas communiquer, eh bien, on les a vus, au bout de quelques temps, inventer, sur la base des langues des Blancs, des langues des patrons, des maîtres négriers, de nouvelles langues, qu'on appelle les créoles, les langues créoles. Et ces langues, donc, sont nées du besoin de communiquer, du besoin irrépressible de communiquer de ces esclaves. Donc voilà comment sont nées les créoles d'origine. Mais aujourd'hui, nous voyons encore des langues, des créoles naître au bord de la Nouvelle-Calédonie, de Vanuatu, de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée, où il y a un grand nombre de tribus papoues ou néo-guinéennes ou australiennes ou autres qui ne parlent pas les langues des unes des autres, mais qui dégagent en général sur la base de l'anglais, dans le cas plus rare de l'espagnol, dans le cas plus rare encore du français, comme c'est le cas à Vanuatu, dans les anciennes Nouvelles-Hébrides, qui était en partie un condominium franco-britannique, et donc ils développent des créoles encore aujourd'hui sous nos yeux, et voilà comment naissent ces langues. Ma contribution principale à la linguistique, c'est que j'ai, dans mes travaux, donné le goût de la diversité à mes lecteurs et à un certain public. J'ai également donné quelques indices utilisables, pédagogiques, ce qui est important, pour l'enseignement des langues à des maîtres de langue dans différents niveaux de l'éducation. Et j'ai aussi fourni quelques indices utiles pour une activité extrêmement importante qui aujourd'hui à Bruxelles est une activité capitale qui permet précisément de contrecarrer la diffusion très forte de l'anglais, à savoir la traduction. Ce sont trois domaines essentiels dans lesquels la recherche théorique en linguistique et ma recherche notamment moi-même peuvent apporter des contributions, donc une pédagogique, une de l'ordre de la sensibilité à la diversité des langues et l'autre en traductologie.